20h. Aide alimentaire à plus d'1,8 million personnes, 34 000 tonnes de céréales distribuées gratuitement. Le président de transition Agnoro du Sahel pour lancer le plan national de réponse à l'insécurité alimentaire. Une grande cérémonie en présence du président du CNT, des membres du gouvernement, des partenaires techniques et financiers. Le Mali n'est plus sous embargo de la CEDEAO depuis le 3 juillet dernier. Une levée de sanctions saluée par le gouvernement, le peuple malien, de nombreuses corporations. Comment relancer l'économie maintenant? Élément de réponse avec Nyanya Aliou Traoré. Le marché à bétail est suffisamment fourni à quelques jours de la fête de Tabaski, mais l'achat de moutons semble être le parcours du combattant. Les clients ont du mal à voir le mouton à la taille de leur poche. 75 000 francs CFA à 250 000 francs. Bemba Sibi a fait un tour de ville. La Cour pénale internationale, CPI, juridiction ayant pour mandat de poursuivre et de juger des personnes qui ont commis des crimes les plus graves, les crimes contre l'humanité et les génocides, entre autres. Comment peut-on saisir cette juridiction supranationale? Sujet de la chronique judiciaire avec Adama Djimde. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Le président de transition, le colonel Assimi Goïta, est à Nioro du Sahel depuis ce matin pour lancer le plan national de réponse à l'insécurité alimentaire. Depuis hier, vous l'aurez vu sur ces images, les Niorois ont mis les petits plats dans les grands pour lui réserver un accueil digne de son rang. Des images que vous allez voir se passent de tout commentaire. Voilà le lancement donc du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire. C'était ce matin. En attendant de retrouver nos envoyés spéciaux pour nous en parler, déjà le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a eu à dire l'aide alimentaire aux personnes en précarité est un devoir régalien de l'État. Conviction donc du président de transition, le colonel Assimi Goïta a beaucoup insisté sur la gestion de ces stocks, instruisant au gouvernement de faire en sorte que cette aide arrive aux bénéficiaires. Il salue donc d'abord la résilience des Maliens face aux sanctions de la CEDEAO qui viennent d'être relevées. Le président de transition, colonel Assimi Goïta, au micro de nos envoyés spéciaux. Je tiens à remercier et à féliciter la grande mobilisation des populations de Nioro du Sahel. Aussi à féliciter la résilience des populations face aux sanctions de la CEDEAO qui viennent d'être levées pour la défense des intérêts du peuple malien. Et cela dit, je me réjouis d'être parmi vous ce matin, de présider le lancement du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle pour la période de 2022. Et cette opération de distribution gratuite des céréales et d'aliments de bétail vise à renforcer la résilience des populations les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire, et sachant bien que les causes sont entre autres les aléas climatiques, mais aussi les conflits intercommunautaires. Donc l'assistance humanitaire à nos populations est un devoir régalien pour les autorités de la transition, et cela va se faire en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Aussi, j'instruis au gouvernement de veiller à une gestion rigoureuse de ces stocks afin que ces stocks puissent arriver à destination jusqu'aux ayants droit. Aussi, je tiens à remercier nos partenaires techniques et financiers qui ont effectué le déplacement jusqu'ici à Nioro du Sahel, mais aussi de saluer leur appui constant
en faveur de la population du Mali en cette période difficile. Je ne saurais terminer avant de remercier l'ensemble des populations du Mali et tous les amis du Mali qui ont soutenu le Mali pendant cette période difficile. Et j'aurai l'occasion de m'adresser solennellement pour remercier le peuple malien et l'ensemble de ses amis. Le message que j'ai lancé, c'est un message de l'union sacrée autour du Mali. Les défis sont énormes, mais déjà la voie est déjà tracée. Nous sommes tournés vers l'avenir. Nous allons procéder aux réformes politiques et institutionnelles et pour l'organisation des élections libres et crédibles et transparentes, tout en améliorant la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Voilà, on aura vu sur les images beaucoup de personnalités, des personnalités qui ont rallié Nioro. On peut citer le président du Conseil national de transition, le colonel Malick Diaw, plusieurs membres du gouvernement et des partenaires, plusieurs invités dont des partenaires techniques et financiers. Nous allons parler d'autre chose dans ce journal en attendant de retrouver nos envoyés spéciaux pour le reportage complet sur ce qui s'est passé dans la matinée à Nioro. Les épreuves des brevets de techniciens première et deuxième partie ont débuté hier sur toute l'étendue du territoire. Après le lancement officiel de l'Académie d'enseignement de la rive gauche, Madame le ministre de l'Éducation nationale s'est rendue aujourd'hui à l'Institut de formation professionnelle Soni Alibert de Banakabougou sur la rive droite. Sur toute l'étendue du territoire national, ils sont plus de 42 000 candidats repartis entre 128 centres d'examen et pour l'heure, aucune irrégularité n'a été constatée. C'est ce que nous dit notre reporter Fademba Keita. Au centre de l'Institut de formation professionnelle Soni Alibert de Banakabougou composent les candidats inscrits au BT1 ou brevet de technicien première partie. L'ouverture de l'enveloppe renfermant l'épreuve de mathématiques dans la salle 3 de dessin bâtiment invite les candidats et les surveillants à l'application stricte de la police de surveillance. Dans mon centre IPSAB, j'ai 10 salles, 31 surveillants, 133 candidats. À l'état actuel, les consignes ont été respectées, je n'ai pas eu d'incident. À l'Académie d'enseignement rive droite, ils sont 5097 candidats inscrits, dont 4000 en BT1 et 1097 en BT2. Généralement, le BT, on n'a jamais eu de problème. Au BT, depuis hier, vraiment, tous les centres qu'on a eu à Sioni, tout fonctionne normalement. On sent que ce sont vraiment des centres très apaisés. Au plan national, 42 159 candidats inscrits cherchent à décrocher le diplôme de brevet de technicien première et deuxième partie. Minimiser la fraude et œuvrer pour que tous les examens se déroulent correctement, tel est le vœu du ministre et de son cabinet. Pour le département de l'éducation nationale, tous les examens sont importants. Et ce que nous sommes en train de voir, c'est les examens techniques. C'est des épreuves techniques parce que ça concerne les candidats qui composent dans des matières qui concernent l'industrie, notamment le bâtiment, et la mécanique auto, etc., etc. Des secteurs dont notre pays a réellement besoin. Parce que sur le marché du travail, c'est vraiment ces spécialistes-là aussi qui nous manquent. Les filières tertiaires, administration, finance, comptabilité et secrétaire de direction et les filières industrie, bâtiment, dessin bâtiment, électromécanique, mécanique auto, travaux publics sont les spécialités des candidats inscrits au brevet de technicien première partie ou BT1. Quant aux spécialités des candidats à la quête du brevet de technicien deuxième partie, ce sont la douane, les impôts, le dessin bâtiment, l'électromécanique, la mécanique auto, les travaux publics. Le ministre a profité de l'occasion pour visiter certaines salles de classe destinées aux travaux publics. Cérémonie de prestation de serment à la Cour suprême de Bamako. 5 nouveaux contrôleurs généraux des services publics, dont une femme et un membre de la haute autorité de la communication AC ont prêté serment devant la Cour suprême. Ils ont juré d'accomplir leur mission conformément à la loi. Voilà, cérémonie de prestation ce matin à la Cour suprême.
Voilà, l'événement tant attendu, c'est la célébration de la Tabaski. C'est dans quelques jours et déjà le marché à bétail est suffisamment fourni à quelques jours de la fête de Tabaski. Mais l'achat de moutons semble être le parcours du combattant. Les clients ont du mal à avoir un mouton à hauteur de la taille de leur poche. Les prix qui vont de 75 000 francs CFA à 250 000 francs CFA, voire même 500 000 francs sont élevés par rapport aux moutons proposés selon certains clients. Et cette situation s'explique selon eux par la cherté de l'aliment bétail, lancent de leur côté les vendeurs. Voyons tout cela, c'est dans un reportage de Bemba, dans ce journal-là. Mambé Dambélé vient d'acheter ce mouton à 110 000 francs CFA après quelques minutes de marchandage. Il va retourner avec ce bélier en famille. J'ai pu avoir ces moutons après d'intenses négociations à 110 000 francs alors qu'il disait 135 000. Mambé peut s'estimer heureux. De nombreux clients potentiels tournent de parc en parc sans trouver de moutons à hauteur de satisfaction, à l'image de cette dame envoyée par son mari à la recherche de moutons. La négociation se termine sans accord. Je constate que les moutons sont chers. Pour ce mouton, j'ai tout fait pour qu'ils me le vendent, mais on n'a pas pu trouver de point d'accord. Le marché, là, il est très cher. Moi, j'ai même la maladie du chat d'abord. Je n'ai pas une bonne impression par rapport au prix. Cet état de fait, les vendeurs l'imputent au coût d'acquisition des bêtes et au transport, mais pas seulement. Il y a tous les prix et cette cherté est due au coût élevé de l'aliment bétail. Sinon, avec les efforts des femmes, le transport est plus facile maintenant. Oui, la cherté des moutons est liée parfois à l'acquisition des animaux. C'est ce que les clients n'arrivent pas à comprendre. À l'orée de la fête de l'Eid el-Kébir, le marché à bétail est suffisamment fourni. Les clients sont au rendez-vous, mais la vente reste timide en raison du prix des moutons élevé selon les clients rencontrés. Les pèlerins maliens se préparent, eux, pour la phase rituelle ou l'étape décisive du Hajj. Les responsables de la filière gouvernementale et ceux des agences privées s'organisent pour que les uns et les autres puissent accomplir leurs devoirs religieux dans de bonnes conditions. À partir de demain mercredi, tous les pèlerins quitteront la Mecque pour Mina. Envoyés spéciaux Mahamadou Kone, Mamadou Sidibé et Saïd Mohamed Lamine Djara. C'est la dernière ligne droite pour le Hajj 2022 en Arabie Saoudite. Les structures d'encadrement étatiques et privées sont à pied d'œuvre pour le transfert de l'ensemble des pèlerins maliens de la Mecque à Mina pour entamer la phase la plus importante du pèlerinage. On va quitter ici mercredi à partir de 20h. Les pèlerins vont commencer à quitter petit à petit sur le site de Mina. Jeudi 8 à Mina. À partir de 20h, on va faire déplacer l'ensemble des pèlerins sur le site de Arafat. Donc ils vont passer la journée de vendredi qui est la journée de Arafat. Jusqu'au petit soir, la journée de Arafat est finie, on va s'acheminer vers Muzdalifa. Et passe la nuit, une nuit à Muzdalifa et le retour maintenant à Mina. Ça c'est la fin du pèlerinage, Inch'Allah. Du côté des privés, les mêmes démarches sont en cours avec comme objectif de mieux préparer les pèlerins. Il y a ces prêches, souvent on fait passer le message par causerie de bas, on fait passer par message et par groupe, parce que c'est le vrai rite qui va commencer à partir de jeudi. Donc il faut les préparer psychologiquement, physiquement par rapport à ce rite. C'est à Mina que commence l'étape la plus éprouvante pour les pèlerins. Le voyage à la Mecque, ce n'est pas du tout facile. C'est des difficultés connues et que le prophète même, paix et salut sur lui, a affrontées. Et vraiment, je suis sûr et certain que ce n'est pas des difficultés en tant que telles. On les surmonte avec le dévouement, le courage qu'on a.
La plupart des pèlerins maliens, étatiques et privés, iront à Mina avec des connaissances de base, puisque ayant bénéficié déjà d'une série de formations à la maison du Hajj à Bamako avant leur départ pour l'Arabie Saoudite. Le Mali n'est plus sous embargo depuis le 3 juillet, cela à l'issue du 61e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenu à Accra au Ghana. Après cette levée de sanctions saluée d'ailleurs par le gouvernement, on l'a vu hier soir ici avec le ministre porte-parole du gouvernement, les populations, d'autres corporations. Comment maintenant relancer l'économie après cette situation? Nyanya Aliou Traoré nous en parle. 48 heures après la levée de l'embargo imposé à notre pays par les pays de la CEDEAO, Bamako s'active. Il faut aller vite et même très vite dans la reprise effective et totale des activités économiques. Il s'agit surtout maintenant de s'assurer que maintenant comment nous allons entamer un nouveau processus de transformation de notre économie, la relance. Maintenant, nous avons une bouffée d'oxygène. Partout sur les lèvres, les affaires reprennent. Tenez, à la Direction générale des douanes, il n'y a plus de temps à perdre avec la réouverture des frontières. La mobilisation des recettes fiscales et douanières enregistre des manques à gagner de quelques centaines de milliards de francs CFA au premier trimestre 2022, disait le ministre de l'Économie dans une interview accordée à nos confrères de l'Essor. Une perte à résorber. L'une des priorités de notre pays devrait être la diversification de ce que nous faisons, de notre économie. Je dis il faut accroître la production nationale, mais il faut aussi la diversifier. Mais aussi, il faut que nous puissions accroître nos partenariats. Parce que, vous savez, quand vous êtes dépendant de 2 ou 3 pays, ça devient toujours un problème, surtout en cas de choc exogène. Et cette crise aussi devient une opportunité pour nous de voir un peu nos forces et nos faiblesses, mais aussi de voir les perspectives, les défis, et voir un peu comment nous pouvons nous projeter dans l'avenir. C'est à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali que l'on rencontre le président du réseau des petites et moyennes entreprises du Mali. Sanoussa est sur tous les fronts, d'où sa visite chez le président de la structure. Nous allons continuer l'approvisionnement correct du pays. Ça, c'est notre rôle. Il va falloir que nous essayons de mettre les populations dans leur droit d'avoir les matières à consommer, les services à bon prix. Nous avions conscientisé les uns et les autres à prendre le Mali au-dessus de tout. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on maintienne un certain nombre de prix sur certains denrées par rapport à l'embargo qui n'y est plus. Parce que souvent, il ne faut pas qu'on soit comme le vent qui sait faire rentrer les ordures dans le trou et qui ne fait pas faire sortir. L'économiste Makalou n'est pas étonné de toute cette ardeur autour de la relance de notre économie. Il s'agit maintenant de privilégier certaines priorités pour sortir le pays de cette autarcie économique qui n'avait que trop duré. 40% de notre PIB dépend du secteur agricole. Donc il va falloir quand même que nous trouvions des solutions à tout cela pour que la prochaine campagne agricole puisse être fructueuse. Mais aussi, il va falloir s'atteler à la lutte. Comment faire en sorte que le pouvoir d'achat des Maliens puisse augmenter. On ne peut pas seulement subventionner, mais il faut aussi produire à l'intérieur de notre pays. Un mot de la mansuétude de l'État envers les opérateurs économiques lors de l'embargo. À travers le plan national d'urgence, beaucoup de subventions furent accordées sur de nombreux produits. Des efforts salués et félicités. Les différentes institutions nous ont accompagnés dans les différents ports, tels que le port de Conakry, le port de Mauritanie. Et ces autorités ont parlé avec leurs homologues de façon directe. Et ils nous ont facilité la traversée du corridor. Le ministre des Affaires étrangères, le ministre du Commerce, le ministre des Finances qui nous ont accompagnés. Donc franchement, ça c'est très fort appréciable. Pour Makalou, il n'y aura pas de recette miracle pour booster immédiatement l'économie nationale. Il n'y a pas de formule magique, mais il faut un processus endogène. Il faut un plus grand dialogue entre l'État public-privé, entre l'État et le secteur privé. Nous avons un secteur privé embryonnaire. Il faut que l'État se dise que le secteur privé, c'est son partenaire. La formule est connue. Il faut non seulement mettre les bouchées doubles, mais surtout s'apaisantir sur la production, la transformation et le consommé local. Le premier handicap de notre économie, c'est le manque de productivité. Mais aussi, il faut s'assurer que les ressources humaines compétentes sont formées. Nous avons une population très jeune. Nous devons sérieusement réfléchir maintenant
surtout que nous avons la zone de libre-échange continentale qui est mise en place, qui est la plus vaste zone de libre-échange dans le monde avec 54 pays africains qui se sont donné la main pour commercer entre eux. Et nous devons profiter de cette opportunité parce que le Mali est quand même situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest et nous devons profiter de cette opportunité pour quand même pouvoir commercer davantage avec nos pays voisins. Dans la même veine, suite à la levée donc des sanctions de la CEDEAO, une équipe de l'ORTM CAI est allée faire un tour à Diboli, distance d'au moins 90 km de CAI. Diboli, commune rurale de la Falémé, fait frontière avec le Sénégal. Et c'est là les citoyens se réjouissent justement de cette levée de l'embargo. Kansutu Kanouté, compte rendu. Ouf de soulagement pour les transporteurs, les chauffeurs et la population de Diboli suite à la levée des sanctions imposées depuis 6 mois par les responsables de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Nous nous réjouissons de la levée de cet embargo imposé au Mali. Avant, pour pouvoir passer, tu fais 2 ou 3 jours, même quand vous avez un chargement de produits de première nécessité. Selon nos sources, au sein du bureau des douanes de Diboli, avant l'embargo imposé au Mali par la CEDEAO, ce sont 53 784 camions, toutes catégories confondues, qui ont transité sur le territoire malien. Du 9 janvier au 3 juillet 2022, ce nombre a chuté à 37 499 camions, soit une différence de 16 285. Je suis très content de cela. Qui dit sanctions dit un peu un blocage du travail des transferts. Parce que nous sommes liés directement aux marchandises. S'il y a blocage, si les frontières sont fermées, je pense que ça veut dire que les transferts devraient aller dormir sur les lauriers. Et je remercie beaucoup les autorités de la transition pour ce qu'ils viennent de faire. Nous sommes allés à la rencontre de quelques transporteurs, chauffeurs qui se réjouissent de cette levée des sanctions, mais sont confrontés à des difficultés dont ils souhaiteraient qu'elles soient prises en compte par les autorités. Bon, nous sommes très contents de la levée de l'embargo imposé au Mali. Nous sommes au poste de Diboli où nous devrons charger pour le Sénégal. Nos frères de l'autre côté demandent à chaque passager malien de payer 10 000 francs. Ils ont fait descendre un passager du car parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer. Je leur ai demandé s'ils ne savaient pas que l'embargo a été levé. Ils m'ont fait savoir que ce n'est pas moi qui vais leur apprendre leur métier. Nous, les transporteurs, souffrons à cause des tracasseries routières. Mais les passagers souffrent plus que nous, car on les dépouille de leurs biens. Souvent, ils n'ont rien pour s'acheter à manger. Avec cette levée de l'embargo, nous invitons nos autorités à faire en sorte que cette situation prenne fin. Nous avons appris avec satisfaction la levée de l'embargo. Mais pour le moment, c'est trop prématuré pour faire des témoignages. Sinon, ce sont les mêmes difficultés que nous constatons au niveau des 2 frontières. Diboli est une petite ville de la commune de Falémé, située à 90 km de CAI et fait frontière avec le Sénégal à environ 6 km de la ville de Kidira. Dès notre arrivée à Diboli, nous avons constaté le stationnement d'une longue file de camions, toutes catégories confondues, de Diboli jusqu'à Kidira. Selon certaines personnes du bureau des douanes de Diboli que nous avons approchés, ces camions contiennent des produits de première nécessité qui n'ont pas été pris en compte par l'embargo. C'est pourquoi elles n'ont pas voulu s'exprimer sur la question et préfèrent attendre d'ici une semaine pour se prononcer. Et ici à la rédaction, nous continuons de recueillir de nombreuses réactions. Et avec moi sur ce plateau, Awama Kamara. Bonsoir Awama Kamara. Bonsoir Aoui Touré. Avec vous donc, c'est quelques réactions qui continuent de nous parvenir. Merci bien. Bonsoir, chers téléspectateurs. Le président du Conseil national de transition, les membres du bureau et de la conférence des présidents ainsi que l'ensemble des membres du Conseil national de transition
ont suivi avec un intérêt particulier les travaux de la 61e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenue à Accra au Ghana le 3 juillet 2022. À l'issue de cette session, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a décidé de la levée immédiate des sanctions qui frappaient injustement le Mali. Le Conseil national de transition, en prenant acte de la levée des dites sanctions, salue la résilience de notre peuple qui, 7 mois durant, a fait preuve d'un sens élevé de patriotisme. Le Conseil national de transition exprime toute sa gratitude aux pays amis, aux partenaires et aux populations africaines pour la solidarité qu'ils ont manifestée au peuple malien en ces moments douloureux de son histoire. Le Conseil national de transition remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la levée de ces sanctions prises contre notre pays. Le Conseil national de transition félicite le gouvernement de la transition pour l'efficacité du plan de riposte adopté contre les sanctions et lui demande de tout mettre en œuvre pour le retour rapide à l'ordre constitutionnel conformément au chronogramme fixé. Le Conseil national de transition tient également en ces moments historiques que traverse la nation malienne à saluer le leadership et la clairvoyance du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, pour sa gestion de cette crise. Et puis le Parti pour le développement économique et la solidarité, le mouvement pour le Mali, le Rassemblement pour le développement du Mali, l'association Irganda, le mouvement populaire pour la consolidation de la démocratie, le Rassemblement pour la démocratie et le progrès, l'initiative pour la refondation du Mali, le Rassemblement pour le Mali, l'ADP Maliba, le Conseil national de la société civile du Mali, la coordination des associations des ressortissants des cercles de la région de Mopti résidant à Bamako, le collectif des ressortissants du cercle de Koulikoro, tous se réjouissent de la levée des sanctions imposées au Mali par la CEDEAO et l'UEMOA, saluent la résilience des Maliens et félicitent les autorités de la transition. Voilà, oui, Touré, l'essentiel qu'on pouvait retenir de ces communiqués. Merci Awama Kamara. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a l'immense douleur d'informer du décès de 22 de nos compatriotes, dont 3 enfants au large des côtes libyennes. Ces 22 personnes faisaient partie d'un groupe de 83 migrants qui étaient en détresse au large des côtes libyennes depuis le 22 juin 2022. Le ministre informe que 61 personnes ont été secourues, parmi lesquelles des Maliens. Des dispositions sont prises pour l'identification de nos compatriotes survivants et tout sera fait pour protéger leurs droits et procéder à leur rapatriement. Le ministre présente ses condoléances au nom du gouvernement aux familles éplorées et au peuple malien pour cette tragédie. Le ministre remercie l'Organisation internationale des migrants pour ses efforts qui ont permis d'identifier et de venir en aide aux rescapés et lance un appel à l'ensemble de notre peuple pour que nous luttions tous contre la migration irrégulière. La 21e session ordinaire de l'Assemblée consulaire de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali s'est tenue jeudi dernier. C'était à son siège. Session suivie par Aliou Abdoulaye Touré. À l'ouverture des travaux de cette 21e session ordinaire de l'Assemblée consulaire, le président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali a salué les résultats réalisés au compte de l'année 2021 par la fêtière. L'année 2021 a été marquée par l'organisation de la 3e édition du Salon international de l'artisanat du Mali, SIAMA. Le SIAMA 2021 a été un franc succès grâce aux efforts conjugués du gouvernement, des services techniques, des chambres de métiers, des organisations professionnelles et syndicales d'artisans, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Les résultats atteints ont largement dépassé les prévisions. Si la 3e édition du Salon international de l'artisanat du Mali, SIAMA, a été une réussite, sa pérennisation demeure un défi majeur. Nous rappelons que le SIAMA est un événement des artisans. Les services publics ne doivent pas se substituer à l'APCM pour la promotion des activités
artisanale. Nous souhaitons que le projet de texte instituant le SIAMA prévoit des dispositions relatives à l'organisation exclusive du SIAMA par l'APCM. Le ministre en charge de l'emploi et de la formation professionnelle s'est félicité des réalisations de la structure. La 3e édition du SIAMA a enregistré 1130 exposants venus de toutes les régions du Mali et de 14 pays d'Afrique subsaharienne, du Maghreb et d'Europe. Sur une prévision de 150 000 visiteurs, le SIAMA 2021 a enregistré 435 649 personnes, pour un chiffre d'affaires déclaré de 405 375 825 francs CFA en 10 jours d'exposition. Il est à noter que la branche textile, habillement, cuir et peau arrive en tête avec 173 exposants qui ont réalisé un chiffre d'affaires de 196 376 880 francs CFA. La volonté commune ici est de maintenir le cap afin de réaliser d'autres performances avec comme seul objectif l'amélioration des conditions de travail et de vie des artisans du Mali. D'une session à une autre, celle du comité de pilotage du projet de développement des compétences et emploi des jeunes PROCEJ qui a tenu sa 9e session, c'était jeudi dernier. Inaba, compte rendu. Cette 9e et dernière session du PROCEJ est consacrée à la présentation du bilan. Les participants examinent le rapport d'inventaire des immobilisations. Ce programme qui a débuté en 2015 s'achemine vers sa fin. Il a enregistré des résultats satisfaisants. 46 735 jeunes ont bénéficié des appuis du projet pour une prévision de 37 000, plus de 100% de la cible, dont 31% de femmes, soit 14 532 sur les 46 735, sur une cible de 36%. 14 établissements d'enseignement technique et formation professionnelle réhabilités et équipés dans 9 établissements privés. 21 nouveaux programmes de formation ont été élaborés dans les domaines de la transformation agroalimentaire. Le programme de développement des compétences et emploi des jeunes PROCEJ est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement du Mali et l'Association internationale pour le développement. Il contribue à l'atteinte des objectifs du gouvernement en matière de formation et de promotion d'emploi pour les jeunes. Les principales recommandations portent, entre autres, sur la poursuite de l'appui de la Banque mondiale, vu l'ampleur du chômage, l'augmentation des budgets des IFP et CFP publics, la pérennisation de la formation par apprentissage et de la formation décentralisée, l'augmentation du montant de subventions et son adaptation au niveau du financement du projet présenté par les jeunes. Ce programme a été initié pour faire face à la problématique du chômage des jeunes, mais aussi de répondre aux besoins des entreprises en termes de compétences et de ressources humaines qualifiées. Le directeur général de l'ORTM continue sa tournée dans les stations régionales. Hassan Djombélé et sa délégation sont arrivés dans la cité des Balanzans. L'étape de Ségou a été sanctionnée par des visites de courtoisie aux partenaires publics et privés ainsi que la rencontre avec le personnel de l'ORTM à Ségou. Compte rendu Jacqueline Dakio. Le directeur général de l'ORTM poursuit sa visite dans les régions du Mali. À Ségou, la délégation a non seulement rencontré les autorités régionales et politico-administratives, mais elle s'est aussi rendue à l'Office du Niger, à la Gitière, au Cerfitex et à l'Université de Ségou. Partout, il a été question d'intensification et de diversification du partenariat existant. Nous saluons cette visite-là, surtout quand on voit l'objectif de la visite, renforcer les liens de collaboration entre l'ORTM et ses différents partenaires au nombre desquels nous figurons en bonne place d'ailleurs. J'ai profité de la visite de monsieur le directeur général pour saluer les bons rapports que nous avons avec la station régionale. Autre rendez-vous clé de la visite du directeur général, c'est celui avec le personnel de l'ORTM Ségou. Hassan Baba Djombélé entame un échange franc et direct avec le personnel avec comme objectif l'amélioration des conditions de travail. Ségou aujourd'hui au niveau de l'ORTM est une fierté parce que la station a toujours atteint ses objectifs et c'est le lieu pour moi
de saluer Madame la directrice de la station régionale et l'ensemble des travailleurs de la station régionale de Ségou. Pour les problèmes techniques que nous avons observés ici, pour les problèmes de personnel, nous allons tenter de trouver une solution. C'est un peu partout les mêmes problèmes que nous rencontrons partout où nous passons. Et je suis convaincu qu'avec les challenges qui nous attendent, nous allons tenter de trouver des réponses aux questions posées. L'ORTM prestateur de services, le directeur en a fait cas. Il demande à toute l'équipe de mouiller davantage le maillot afin de mieux faire connaître les offres et services de la boîte. Nous sommes en train de diversifier notre offre. Au-delà, comme vous l'avez dit, des couvertures classiques, des magazines, des infos plus. Nous avons des plateaux que nous pouvons offrir à nos partenaires. Il y a des jeux concours que nous pouvons initier pour nos partenaires. Il y a beaucoup d'autres genres. Donc il suffit seulement aux partenaires de nous dire ce qu'ils veulent et puis nous allons faire le travail en conséquence. Le directeur général rappellera cet autre défi à relever. Ségou sera la première station régionale à avoir sa télévision régionale. Ségou justement serait la région test. À partir de Ségou, nous allons voir ce qu'on peut faire dans les autres stations régionales, démultiplier l'exemple de Ségou. Déjà, nous avons un projet ficelé, nous avons un programme, nous avons une grille adaptée à la région, après des études bien évidemment. Et s'il plaît à Dieu, quand nous aurons les moyens, Ségou verra sa télévision régionale. À noter que l'ORTM Ségou a été créé en 1998. Sa vocation est essentiellement rurale, avec 120 heures de volume horaire, dont 70% consacrés au monde rural. Visite de terrain du directeur général de l'Office national des anciens combattants des forces armées de sécurité également à Ségou et à Fana pour discuter avec les anciens combattants concernant leurs préoccupations quant à leur pension et autres commentaires. Valentin Roger Diallo. Le directeur général de l'ONAC, Office national des anciens combattants des forces armées et de sécurité auprès des anciens combattants de Ségou et de Fana. L'objectif de cette visite de terrain est surtout de s'enquérir des préoccupations des retraités. Préoccupations qui sont entre autres le déroulement du conseil d'administration de la structure, la gestion des pensions des militaires et des contentieux, mais aussi et surtout de leur faire comprendre toutes les mesures afférentes à l'amélioration des conditions de vie des militaires à la retraite. La visite avait un double sens. Primo, discuter de vive voix avec les anciens combattants. Et secondo, renforcer les capacités des maisons de combattants en termes d'équipement. L'échange a été très fructueux, franc et fructueux. Il y en a qui ont des problèmes administratifs, il y en a qui ont des problèmes de droit. On va prendre leurs préoccupations en compte dans la mesure de nos moyens. Quant aux anciens combattants, ils sollicitent l'amélioration des conditions de vie des militaires en général, la prise en charge des blessés de guerre, entre autres. Par ailleurs, ils saluent cette visite. L'ONAC a toujours pensé à ses administrés. Ce n'est pas la première fois et nous souhaitons que la coopération perdure. Nous avons des gens qui sont à la retraite il y a 15 ans, 20 ans, qui ne sont pas au courant de l'activité. Donc leur arrivée et l'explication du colonel nous a permis de savoir ce qui est en cours. Donc vraiment, nous ne faisons que nous réjouir. À Fana, le maire de la localité a donné un terrain de 50 mètres carrés à l'association des anciens combattants. Une vingtaine de chaises leur ont aussi été offertes par le colonel Guindo. Pour ceux de Ségou, il leur a donné un téléviseur et une photocopieuse. Des gestes salués par les anciens combattants des deux localités. Nous allons à Mopti où Aminata Touré va nous parler de cette rencontre initiée par le secrétariat permanent du cadre politique de gestion de la crise du centre avec l'accompagnement de la MINUSMA et le programme des Nations Unies PNUD. Initié par le secrétariat permanent du cadre politique de gestion de la crise du centre, cet atelier vise à contribuer à l'amélioration de la performance des acteurs des comités régionaux du cadre politique de gestion de la crise du centre sur l'utilisation des outils des technologies de l'information et la cartographie. Et nous avons jugé nécessaire de mettre en place une base de données qui s'appelle plateforme SP Data. Cette plateforme va réunir une équipe régionale, des cadres politiques et le secrétariat permanent pour collecter, traiter, analyser et remonter les données afin d'en faire une meilleure prise de décision. Durant 2 jours, les acteurs des comités régionaux vont se familiariser avec les outils de travail collaboratifs en ligne, les techniques de recherche et de traitement du contenu web, entre autres. Nous sommes en phase avec le secrétariat permanent qui, de façon rationnelle,
a proposé la mise en place d'une base de données exploitable à travers une plateforme permettant d'avoir en temps réel la situation sécuritaire, humanitaire et économique de nos différentes localités. Ce système va permettre de renseigner les activités de coordination du comité régional de Mopti. Nous apprécions également la mise en place d'une équipe régionale d'interaction. À noter que le présent atelier a été financé par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et la MINUSMA. Le centre de formation, le centre de santé de référence de Ménaka reçoit de l'équipement et du matériel médical. 100 millions de francs CFA, c'est la valeur de cette donation. Compte rendu Mohamed Lamine Meiga et Ibrahim Ag Amini. D'une valeur de près de 100 millions de francs CFA, le CCRF de Ménaka fait peau neuve avec ses équipements qui sont composés de matières roulantes, d'armoires métalliques, de groupes électrogènes, des boîtes de chirurgie, de fauteuils de gynécologie, entre autres. Les efforts qui sont faits par des fils de la région de Ménaka, particulièrement le général Légi Agamou. L'objectif recherché dans tout ça, c'est vraiment d'aider nos populations, d'aider la région de Ménaka et d'aider aussi les autorités de la transition. Et les efforts, Inch'Allah, vont continuer. Un système d'installation solaire avec des panneaux solaires, des batteries, donc qui arrive en tout cas à fournir de l'électricité au niveau de tous les bâtiments. Donc vous constatez qu'il y a aussi 2 véhicules Toyota Helix donc, qui doivent en servir pour faire la liaison, les missions de supervision sur le terrain. Il y a aussi 2 ambulances. Cette réception est l'occasion pour le gouverneur de la région de rappeler la réhabilitation faite par ces ONG et l'impact de cette donation pour la population. Ce premier lot de matériel et équipement de très bonne qualité permettra de combler les besoins en la matière. Surtout que le centre de santé de référence de Ménaka reçoit ces derniers temps beaucoup de cas de traumatisés et de blessures et de blessés. Cette dotation en matériel et équipement cadre parfaitement avec le plan de développement sanitaire et social du cercle de Ménaka pour la période 2019-2023. Financé par le gouvernement italien à travers l'Association pour le développement et la protection de l'environnement au Nord, cette remise répond aux difficultés d'électricité et de prise en charge de plusieurs cas de maladies ou de souffrances que les spécialistes rencontrent. Le centre de santé de référence de Ménaka dispose désormais d'équipements sanitaires aux normes et qui répondent aux besoins des communautés de la région. Point Covid du jour, 0 cas positif sur 528 tests réalisés, 4 guéris, 0 décès. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. La Cour pénale internationale CPI, une juridiction qui a pour vocation de poursuivre et de juger des personnes ayant commis des crimes les plus graves, des crimes contre l'humanité et des génocides, entre autres. Comment peut-on saisir cette juridiction supranationale? Réponse dans ce numéro de chronique judiciaire, c'est avec Adama Djimde. La Cour pénale internationale, ou CPI, est une juridiction permanente créée en 2002. Son siège est à La Haye, aux Pays-Bas. Elle a pour mission d'ouvrir des enquêtes, de poursuivre et de juger les personnes accusées d'avoir commis les crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale. La CPI comprend 4 organes. Premièrement, la présidence composée de 3 juges. Elle est chargée de l'administration de la Cour, excepté le bureau du procureur. Deuxièmement, le bureau du procureur, qui est un organe indépendant au sein de la Cour. Il poursuit et enquête sur les faits. Troisièmement, les chambres constituées de chambres préliminaires qui se prononcent sur les questions avant le procès. Les chambres de première instance qui ont pour fonction de veiller à ce que le jugement soit équitable. Et les chambres d'appel qui ont pour mission de confirmer, annuler ou modifier les décisions de la Cour. Et enfin, quatrièmement, le greffe qui a pour mission de fournir une assistance administrative opérationnelle à la Cour. Quelles sont les conditions pour saisir la CPI? Il y a 3 conditions pour saisir la CPI. La première, c'est un pays, un État membre, qui saisit la CPI, qui défère sa situation à la CPI pour qu'elle enquête. Le deuxième, c'est le procureur ou la procureure peut s'autosaisir d'une situation pour enquêter avec, évidemment, toujours l'aval des juges. Et la troisième manière, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui peut saisir la CPI sur une situation d'un pays.
Quels sont les crimes pour lesquels la CPI peut être saisie ou elle peut s'autosaisir? La CPI est compétente pour 3 types de crimes principaux, le crime de génocide, le crime contre l'humanité et les crimes de guerre. Il y a également un autre crime, c'est le crime d'agression qui est rentré en vigueur il y a quelques années. La CPI ne faisant pas partie du système des Nations Unies, comment elle peut intervenir dans un pays qui ne fait pas non plus partie de cette juridiction? La CPI ne fait pas partie du système des Nations Unies, ne fait pas partie de l'ONU. Toutefois, il y a des liens institutionnels entre ces 2 organisations internationales. Le premier, comme je vous l'ai dit, le Conseil de sécurité peut déférer une situation auprès de la CPI. C'est un des premiers liens qu'il peut y avoir entre les 2 organisations. Ensuite, il peut y avoir d'autres liens de collaboration, notamment liés aux enquêtes ou, par exemple, la CPI peut demander également du soutien logistique pour ses activités. Mais tout ça, c'est toujours dans le cadre de protocoles d'accord au cas par cas. Dans le cas où il y aurait des crimes qui seraient commis dans un pays qui n'est pas membre de la Cour, la seule manière pour la Cour d'être saisie, c'est par le Conseil de sécurité. Ça a été le cas notamment pour la Libye et pour le Darfour. La Cour a-t-elle vocation de remplacer les tribunaux nationaux? Bien sûr que non. Elle en est le complément. Page noire de ce journal, professeur Drissa Diakité, historien, homme politique, membre de l'Académie des sciences du Mali et de l'Association des historiens du Mali, n'est plus décédé vendredi dernier. Professeur Drissa Diakité, docteur des lettres, option Histoire de l'Université Paris-Sorbonne, a été conduit à sa dernière demeure en présence de notre reporter Fademba Keita. Pleurs et lamentations, témoignages éloquents et oraisons funèbres dans le désarroi total sur le climat triste dans lequel se sont déroulées les obsèques du professeur d'enseignement supérieur Drissa Diakité. Sa carrière professionnelle, son engagement patriotique et politique émanent de l'éducation et des brillantes formations académiques reçues. Admis au baccalauréat, deuxième partie série philo-langue au lycée Badala en 1971, Drissa Diakité obtint une bourse d'études pour l'université de Cannes où il décrocha entre 1971 et 1974 une licence d'enseignement S-lettres option histoire. Ambitieux et très intelligent, il obtint le diplôme de doctorat S-lettres option histoire à l'université de Paris-Sorbonne en 1980. La même année, le certificat des langues et civilisations mandingues à l'Institut national des langues et civilisations orientales de Paris. Au Bercail, le professeur d'enseignement supérieur, auteur de plusieurs œuvres, intègre sans peine l'Académie des sciences et l'Association des historiens du Mali. Badri était incontestablement un intellectuel accompli. Il était un esprit créatif, toujours en alerte. Il était écrivain, essayiste, et il s'est essayé à différentes autres disciplines artistiques, dont l'interprétation de rôle au cinéma. Drissa Diakité a fait le pari d'utiliser les traditions orales mandingues comme source d'histoire. Les distinctions reçues en France et au Mali illustrent sa conscience professionnelle et son patriotisme avéré. Au titre de ces distinctions honorifiques, chevalier de l'Ordre national des Palmes académiques de France, chevalier de l'Ordre international des Palmes académiques du CAMES, chevalier national de l'Ordre du Mali, officier de l'Ordre national des Palmes académiques de France, officier de l'Ordre national du Mali. Le projet de l'université de Kabbalah est le fruit de l'ambition de l'île disparue à une certaine échelle. En 2016, à la fin des travaux de construction de la première phase de la cité universelle de Kabbalah, il a décliné énergiquement la proposition des membres de la commission qui voulaient que soit érigée une celle. Drissa a été parmi les premiers signataires de la lettre ouverte, initiée par les camarades qui vont plus tard créer l'ADEMA Association. C'est dans ce contexte que lui-même et ses camarades, en alliance avec d'autres militants non affiliés indépendants des partis, ont décidé de créer le CENID. À notre père bien-aimé Baba, tu as été, tu es et tu resteras le meilleur des pères. L'on ne choisit pas ses parents, mais nous avons été, nous sommes et nous serons éternellement reconnaissants envers le ciel d'avoir fait de nous tes enfants, vos enfants, avec notre mère Dienebou, Babou.
Les membres de l'Académie des sciences et de l'Association des historiens du Mali s'engagent à être aux côtés des orphelins de celui qui a donné le meilleur de lui-même pour son pays. Le professeur Dissa Diakité repose désormais auprès de son épouse Djenebou, la mère de ses enfants, au cimetière de Kalabankoura. Dors en paix, éminent professeur. Nous prions nous aussi pour le repos éternel. Voilà, c'est donc tout pour ce journal. Juste rappeler que le président de transition, le colonel Assimi Goïta, est à Nioro du Sahel où il a pu lancer le plan national de réponse à l'insécurité alimentaire avec la distribution de plus de 34 000 tonnes de céréales à des populations démunies. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Qu'Allah bénisse le Mali.